Alors, aujourd'hui, on va faire en fait un voyage au pays des horreurs. Puis on va parler en fait de psychologie. Psychologie pour trouver une façon de résoudre un problème qui suit l'humanité depuis très longtemps. C'est-à-dire l'existence chez nous de la tendance à vouloir absolument confirmer nos croyances, même si les faits nous disent qu'on a tort. Et puis, c'est ça. Un exemple ici, quelqu'un qui décide que Trump est toujours le bon représentant de la chrétienté, alors que dans son premier mandat, il avait clairement menti au moins 30 000 fois, là, qu'il avait... J'irai pas faire la liste de toutes les choses qu'il a faites qui n'ont pas rapport avec la Bible. Ça n'en finirait plus. Euh, alors, commençons par la première chose. Il y a une expérience de psychologie sociale qui a déjà été faite. En fait, la psychologie sociale s'est intéressée déjà dans le passé à ce genre de comportement-là. Alors, heureusement, à l'époque, c'était peut-être moins ce comportement-là. Tu sais, ici, là, MAGA, c'est un peu religieux. Tu sais, les gens ont quasiment un lien religieux avec MAGA, Trump serait le sauveur et tout ça. Faut dire que ce mouvement-là, il y a eu beaucoup de religieux là-dedans, de militants religieux. Et les militants religieux, ils apprennent à travers leur carrière ou à travers leur parcours certains aspects de l'humain, euh, de faire en sorte qu'en fait les gens se mettent, de faire d'un individu frustré qui a des problèmes dans la vie, quelqu'un qui va finalement être à ton service, se mettre à genoux, prier, être fervent croyant, tout ça. Il y a vraiment un procédé. Puis on n'a pas besoin d'être un psychologue pour l'utiliser. C'est un truc qui se montre. Un peu comme certains vendeurs. Les vendeurs se montrent entre eux des trucs. Est-ce que les vendeurs comprennent la psychologie profonde derrière le comportement de leur cible? Ben là, non. Même chose pour les religieux. Aujourd'hui, on va aller plus profond. On va pas parler des trucs, mais on va essayer de voir c'est quoi le big picture un peu, certains éléments de big picture derrière ça. Puis ça va peut-être nous aider en même temps à trouver une solution, comment contrer certains phénomènes pervers autour de ça. Donc, comme on va commencer. Donc, est-ce que j'ai réussi à trouver mon exemple là? Oui. Bon, écoutez, ça va être un peu amusant. Dans le passé, il y a eu une secte qui avait vraiment des croyances ridicules. Puis je pense que c'est pour ça que Cialdini l'avait choisi comme exemple. Les Seekers pensaient qu'en 1954, le 21 décembre, des extraterrestres arriveraient pour sauver les membres de la secte d'un apocalypse généralisé sur la Terre. Ben, ce qui s'est passé, c'est que les gens de la secte se sont réunis à l'endroit où les extraterrestres étaient censés les récupérer. Puis, à force d'attendre, ils se sont rendus compte que c'était rendu le 22 décembre, puis il n'y avait toujours pas eu d'extraterrestres, puis toujours pas eu d'apocalypse. Fait que c'était un peu comme la confirmation que leur croyance était fausse, que tout ce que le gourou, tu sais, le gourou leur avait dit des bêtises. Madame, comment qu'elle s'appelle là, Marianne Ketch, qui est en fait Dorothy Martin. Elle leur a raconté des salades, puis les gens l'ont cru, puis là ils se sont rendus compte que la réalité se passait pas du tout de la même façon qu'elle l'avait décrite. Fait que tu sais, il y a plusieurs façons de réagir à ça. La première, dire à Dorothy Martin: Hey ma tabarnak de ce petit gourou en marde, tu m'as crossé, tu me dis n'importe quoi, puis oublie-moi, je mettrai plus jamais les pieds dans ta secte. Ou l'autre façon, qui est de juste continuer à faire comme si de rien n'était, puis de renforcer ses croyances, puis de faire oh mon Dieu, on va prêcher. Puis c'est exactement ce que les gens ont fait. Ce qui semble pas mal irrationnel. Donc on voulait trouver une explication à ça. Pourquoi que les gens se sont comportés comme ça? Donc ils sont devenus encore plus actifs. J'ai de la misère avec ça. Ils sont devenus encore plus actifs dans la diffusion de leurs messages. En fait, ils ont interprété la situation comme étant la preuve que leur foi a sauvé le monde.
Donc, c'est ça. Euh, donc, ce que Cialdini a observé à travers l'étude de d'autres situations aussi, c'est qu'il y avait une tendance selon laquelle quand les gens investissent beaucoup de leur temps, de leurs émotions, de leur réputation, quand ils s'investissent beaucoup dans une croyance, ils ont tendance à vouloir protéger la croyance contre les faits contradictoires. Au lieu de suivre ce que les faits contradictoires leur disent, c'est-à-dire, hey, ça n'a pas de bon sens ce que tu crois, ils vont rationaliser les faits contradictoires. Donc, là, les faits contradictoires, il n'y a pas eu d'apocalypse en 1954. Ben, ce fait-là est interprété comme ah, ben, c'est parce qu'on a prié, on a été assez fervent dans notre croyance, donc on a sauvé le monde. T'sais, honnêtement, en quoi le fait de prier ça aide à sauver le monde, ça, on ne sait pas, mais apparemment, eux autres, c'était suffisant de croire ça comme ça, sans explication profonde. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, ça vous dit sûrement quelque chose. Si vous avez déjà passé quelques minutes avec quelqu'un qui ne croyait pas au changement climatique, tu vas lui dire ah oui, il y a tel rapport de l'ONU. Là, il va dire ah ben non, l'ONU, ça doit être une organisation corrompue, c'est pas le digne de confiance. Là après, lui, il dit que l'organisation digne de confiance, c'est son gourou qui a même pas un secondaire 5 puis qui fait des vidéos YouTube en disant n'importe quoi. Lui, il est digne de confiance, tu sais. Bref, on voit qu'il y a cette volonté de s'accrocher à quelque chose pour donner un sens aux faits. En fait, ce qui arrive, quand tu es confronté à un fait qui contredit tes idées, tu vis une dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive? On va aller le voir ici. Attends une minute. Dissonance cognitive est un concept de psychologie sociale. Ça décrit la tension interne désagréable qu'on ressent quand on a des croyances ou pensées ou comportements contradictoires. Fait que c'est ça. Quand il y a quelque chose de contradictoire dans nos croyances, ça, puis qu'on s'en rend compte, on ressent une tension désagréable. Puis tu sais, depuis le début des temps, l'homme veut expliquer le monde dans lequel il vit. Il s'invente des religions du dieu de la pluie qui explique pourquoi il y a de la pluie qui tombe. Il s'invente toutes sortes de raisons, d'idées niaiseuses. Tout ça pour avoir une explication. Il veut s'inventer un récit parce qu'un monde sans récit, c'est comme se sentir tout nu dans la rue. De sentir qu'on n'a pas ri, on n'a pas d'emprise sur le monde. La volonté d'avoir une emprise sur le monde est une attitude, je dirais pas universelle, parce que peut-être certaines personnes ont tendance à mitiger ça à travers leur maturation, d'accepter la mort, d'accepter les choses, l'humilité en fait philosophique du genre on n'a pas vraiment de contrôle sur tout, il faut accepter le manque de contrôle, mais quand on cultive pas ça, ce qui est naturel dans la masse, c'est de vouloir rechercher quelque chose, une explication, puis souvent c'est des explications très prétentieuses qui n'ont pas d'allure, fait que là, c'est ça un peu. C'est ça un peu. Euh, Fait qu'on en est là. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui peut motiver une personne à... En fait, on voit ici le biais de confirmation. Le biais de confirmation est aussi une façon que les gens gèrent la dissonance cognitive. Donc, c'est un biais cognitif que les gens recherchent, interprètent et privilégient, se souviennent de l'information qui confirme leur croyance existence. Fait que tu sais, tout ce qui va dans le sens de tes croyances existence, tu vas t'en souvenir, tu vas faire tout ça. Puis tu vas ignorer ou minimiser l'information qui est contredite. Fait que tu sais, une façon de minimiser, entre guillemets, le fait qu'il n'y a pas eu d'apocalypse en 1954, c'est de dire que la foi a sauvé le monde. Ta foi a sauvé le monde. Bon, ça. Fait que ça aussi, c'est là. Après ça, je me souviens, ça, on va le voir plus loin. Les biais des coûts irrécupérables. Tu as investi tes croyances, dans ta croyance, tu as investi ton temps, tes émotions, ta réputation. Tu as peut-être perdu ta femme parce que passer tous tes samedis dans le sous-sol ou aller partir avec voir les membres de ta secte puis faire des trucs fuckés, c'est pas ben bon pour le couple la plupart du temps. Fait que c'est ça. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Ça leur a coûté quelque chose. Fait que là, quand ça coûte beaucoup d'argent, il y a les billets des coûts irrécupérables. C'est la tendance qu'ont les individus à être influencés de manière irrationnelle par des décisions prises antérieurement. Investissements réalisés, temps passé. Bref, si moi,
j'ai investi dans une action à la bourse, puis que ça m'a coûté cher, puis que là, tout d'un coup, l'action commence à perdre. Ben là, je vais dire, oh mon Dieu, je suis mieux de rester parce que ce que j'ai perdu, je vais le regagner en attendant, le marché va remonter. Puis là, tu vas attendre, puis là, ça va baisser, puis à un moment donné, si tu vas te rendre compte que si tu t'es fait lessiver, ben, il y en a qui sont des professionnels de la bourse, puis ils finissent par tomber là-dedans. Puis tu sais, c'est comme, malgré toutes les connaissances, ils ont tous les tableaux tous les feux, les cloches, puis tous les feux rouges sur leur tableau de bord, puis ils disent, ah ben non, on va continuer parce qu'on veut pas perdre. Fait que ça, c'est un piège, puis ça l'arrive, puis c'est exactement ce que certaines personnes dans les SEC font, comme MAGA. Ils ont investi leurs croyances, leur émotion, leur réputation. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Confronter directement, c'est pas une bonne idée tant que ça. Je pense que j'ai posé la question à Copilote. Lui, il dit, faut créer un espace de dialogue sécurisé. Un genre de safe space. Évidemment, c'est un safe space où tu, en fait, détournes la personne, tu l'amènes à croire autre chose. Donc, c'est un genre de safe space. Fait que la personne, en fait, pour que ça... Elle doit se sentir écoutée et respectée. C'est-à-dire, elle ne doit pas sentir que tu es en train de lui passer dessus avec un bulldozer puis de t'amuser de t'amuser à voir son cerveau sortir de sa tête. C'est pas ça l'idée. Fait que vraiment, à la base, c'est pas genre t'es un esti de con puis tes croyances sont ridicules. C'est vraiment, normalement, ça marche pas. Puis ça renforce en fait tout ce qu'on a mentionné avant. Là. La personne va aller elle va renforcer ses dissonances cognitives, là, etc. Fait qu'on on va pas là-dedans. Pas sa dissonance cognitive, mais elle va renforcer ses biais cognitifs. Là. On va voir si on va être plus intense leur manifestation. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut pas faire ça. Il faut créer un espace sécurisé, poser des questions plutôt que d'affirmer. Au fond, là, quand tu poses une question, c'est la personne qui est le héros de sa propre histoire. C'est elle qui décide. Elle a l'impression de décider. Les informations indirectes, ça, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Mettre en évidence les coûts sur la croyance. Est-ce que cette situation t'a apporté ce que tu espérais? Donc la personne va dire, ouais, ça m'a-tu vraiment apporté par rapport à tout ce que j'ai donné, etc. Elle peut réfléchir à ça. Mais c'est une question, tu vois ici. Poser des questions. Miser sur la cohérence personnelle, ça on va le voir plus tard. Laisser le temps de faire son œuvre, ça aussi c'est important. Mais ça on va le voir plus tard. Moi ce que je voulais vous partager, c'est certaines connaissances que Copilot me donne, mais que j'ai aussi acquises en lisant un livre de Chris Voss, qui est un négociateur du FBI dans les prises d'otages. Puis c'est ça, c'est un peu de la négociation. Il y a certains principes de négociation qui s'appliquent très bien aussi à ça. Donc, ok, là c'est vraiment des trucs appliqués, fait qu'on n'ira pas là-dedans. Je vais vous donner plus les concepts de base, là. Puis je sais pas s'il est là-dedans, fait que c'est pas grave, je m'en souviens par cœur. Dans le fond, l'idée là, c'est de créer de l'empathie. Il faut que la personne se sente écoutée. Il faut qu'elle soit le héros de son propre histoire. Fait que les miroirs, c'est quoi? C'est que tu répètes quelque chose qu'il dit de façon interrogative. Le gars, il dit, moi, je suis un maga, puis tu lui demandes qu'est-ce qui vous semble menacer dans le monde. Ils disent, ah ben là, nous autres, on est en train de perdre notre identité d'Américain, puis on a l'impression qu'il y a bien trop de criminels dans les rues. Là, tu dis, des criminels dans les rues? Puis là, tu laisses tu laisses un silence pour que la personne sente la pression, que, ok, t'es vraiment en train de l'écouter, puis t'es vraiment en train de t'intéresser à ce qu'il dit. T'es pas juste en train de poser une question rhétorique du genre, haha, c'est ridicule ce que tu dis, je vais te poser la question pour que tu te rendes compte que c'est ridicule ce que tu dis. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je veux savoir ce qui se passe, puis je te donne après, je te force à répondre avec du silence. Fait que là, la personne, elle va réfléchir, puis elle va elle-même s'engager dans quelque chose. Puis c'est un peu, eux autres, là, ils font ça. Ils veulent que tu sois le héros de ta propre histoire. Ils mobilisent le principe de cohérence. Fait que toi aussi, tu le mobilises, mais dans une réflexion, une auto-réflexion. Tu veux que la personne se connaisse mieux elle-même.
Un peu comme Socrate faisait. Mais c'est ça. Fait qu'on en est là. Fait qu'est-ce qui me semble menacé dans le monde actuel? On va dire, ah oui, ça tire dans la rue, blablabla. Là, tu dis, ça tire dans la rue? Là, il dit, oui, 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 gna, gna, la semaine passée, il y a quelqu'un qui est mort et tout ça, puis ça est tout le temps ça, puis il y a de la drogue et tout ça, j'aime pas ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après ça, ce que tu peux faire, tu dis, tu peux faire un étiquetage émotionnel. Tu peux dire, ah oui, on dirait que vous vous sentez mal par rapport à ça, que vous vous sentez laissé pour compte, que personne prend, fait de quoi de suffisant pour régler vos problèmes. Là, la personne va dire, ben oui, c'est ça, exactement, parce que c'est ça qu'elle ressent. Puis juste le fait de nommer l'émotion, de dire, ça va déjà désamorcer. C'est un truc qu'on a vu en psychologie, même par rapport à soi-même, là, quand on est fâché. Moi, mettons, je viens de me faire doubler sa route. Ben, je vais pas juste te dire, hey, le tabarnak, il vient de me dépasser, puis là, je vais ruminer, puis je vais dire, c'est un petit calice d'attardé. Non, non. Je vais réfléchir, je vais dire, hey, on dirait que je me sens en colère par rapport à ça. Juste nommer l'émotion, ça va déjà baisser. Ça ne réglera pas le problème, ça ne l'éliminera pas, mais ça va baisser. Donc l'idée, c'est ça. En nommant les émotions, en les étiquetant, premièrement, tu montres que tu as compris la personne, que tu as montré que tu as compris que c'était important pour elle, qu'elle vivait des choses qui étaient importantes pour elle. Puis, tu montres que tu la comprends, que tu l'écoutes. Bon, ça, c'est bon, on a compris. Fait que c'est ça. Puis, comme il dit, ça peut désamorcer la méfiance, ouvrir la porte à un dialogue plus nuancé. Fait que là, à force de poser des questions miroirs, tu vas finir par avoir. Là, c'est pas ça les questions miroirs, là, mais tu sais, comme tu poses les questions comme ça, puis à un moment donné, tu mets des miroirs aussi, tu combines à ça. Fait que là, à un moment donné, tu vas finir par en savoir beaucoup plus sur la personne qu'elle en saura sur toi. Mais je sais pas, ça c'est peut-être un problème. Peut-être qu'il faut aussi que tu révèles des choses toi aussi. Mais là, on n'est pas là. Peut-être que ça serait une bonne affaire intégrée. Genre, toi aussi, tu révèles des affaires pour confirmer que toi aussi c'est important pour toi. La sécurité, tu dirais, ah oui, moi aussi, je me sentirais comme ça. Ou je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas comment ça peut fonctionner. Pour l'instant, quand tu négocies des otages, t'as pas envie de raconter ta vie privée, t'es plus en train de vouloir tirer de l'information à l'autre, donc Crazy ça peut-être orienter ses techniques de négociation vers on collecte beaucoup d'informations, puis le contexte aussi de relation dans une prise d'otage est peut-être aussi plus acceptable pour ce genre d'affaires-là. La personne comprend peut-être que elle accepte peut-être plus de coopérer là-dedans. Je sais pas. Obtenir un nom. Donc, moi, est-ce que la personne là, elle est le héros de sa propre histoire. C'est ça qu'il faut dire. C'est lui le héros. Donc, si tu lui demandes des questions, puis c'est tout le temps oui, 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 si à chaque fois tu le forces à dire oui, 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 comme certains comptes disent à propos de la négociation, il va avoir à m'amener l'impression d'être un petit mouton. Il va avoir l'impression que tu le mènes en bateau, puis que tu le mènes de gauche à droite où tu veux. Si tu lui fais dire non, comme un enfant de 5 ans dans sa crise de phase du non, la personne va sentir qu'elle a plus de contrôle. Donc, au lieu de dire c'est une bonne idée mon affaire, attends une minute. Au lieu de dire c'est une bonne idée mon affaire, puis là tu veux que la personne dise oui, tu vas dire c'est une mauvaise idée mon affaire. Puis elle va dire non. Puis elle va avoir dit la même affaire. Elle va dire qu'elle est finalement d'accord avec ton idée, mais elle n'aura pas dit oui, elle va avoir dit non, à cause de la façon que tu as formulé la question. Donc ça, c'est genre une façon de faire. Faut comprendre que tout ça, ça a des conditions éthiques. La condition éthique, c'est que tu es là pour faire réaliser la réalité à la personne. Tu es là pour l'aider à prendre du pouvoir sur sa vie puis à suivre mieux ses valeurs. Si tu fais ça, si tu utilises ces techniques entre guillemets de négociation ou manipulation, dans le simple but d'affranchir cette personne-là, c'est peut-être correct, on s'entend d'un point de vue éthique. Donc, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Puis, encore là, tu n'es pas en train de démolir la personne, tu es en train de la faire affirmer elle-même, de s'affirmer. Donc, obtenir un nom. Est-ce une mauvaise idée de considérer une autre perspective? La personne va dire non. Puis là, ben, en fait, quand elle va avoir répondu non en étant le héros de sa propre histoire,
elle va déjà comme s'engager, sentir qu'elle s'engage dans l'obligation de considérer une autre perspective. C'est là que le principe de cohérence entre en jeu. La personne est son propre héros, l'héros de sa propre histoire. T'ancres le sujet dans tes questions, tu choisis les bons miroirs, tu développes tu comprends ses motivations, tout ça, puis à un moment donné, tu développes, tu orientes tes questions, puis tu essaies de trouver les tensions, tu sais, entre ses valeurs puis ce qu'elle fait. Parce que c'est pas vrai qu'un maga sont tous des connards de trous de cul. Il y en a qui sont juste, il y a une grosse distorsion entre leurs valeurs puis ce qu'ils finalement approuvent. Tu sais, t'es pour la fidélité dans le mariage, t'es pour, mettons, une sexualité très traditionnelle. Puis, de l'autre côté, il y a un Trump qui baise avec des porn stars, qui traite les femmes comme si c'était de la merde, puis qui fait comme si c'était une marchandise. Puis, il y a un autre, il s'en va peut-être même avec... tu sais, il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas rapport avec ces valeurs-là. Fait que c'est clair qu'il peut avoir, à un moment donné, une orientation de la réflexion de la personne vers ça. Mais c'est lui le héros de sa propre histoire. Fait qu'il faut que tu y orientes les miroirs, puis que tu fasses progresser ça. Puis à un moment donné, il va se revenir des occasions où tu vas avoir la possibilité de, comment dire, se mettre en lumière ces contradictions-là entre les valeurs de la personne et tout ça. Et ce que Trump fait. Bon, les questions calibrées, comment quoi, ça on le sait, c'est une autre affaire. C'est une question ouverte, encore une fois. Comment on peut faire pour faire telle affaire? Qu'est-ce que, tu sais, en fait, l'idée fondamentale, c'est que tu es en train de l'aider à résoudre un problème. C'est ça que tu fais. Au lieu d'être le gars qui la confronte, un adversaire, tu deviens un coopérateur. Tu coopères avec la personne pour essayer de l'aider à résoudre un problème. Mais si tu essaies de faire ça sur une page Facebook, elle n'est pas dans un safe space parce qu'elle ne fait pas que parler avec toi. Elle expose tout ce qu'elle dit à des gens mal intentionnés. Donc, le safe space, il n'est pas là vraiment. Si je m'en vais dans un groupe, mettons American Socialist, puis dans ce groupe-là, tu as quelques magas qui viennent faire leur troll ou venir embêter les autres. Si je me mets à essayer d'avoir cette relation-là avec lui, une relation safe, d'empathie, où je le comprends, je l'écoute, ben je réussirai pas parce qu'il n'y a pas juste moi dans la relation, il y a tous les autres qui sont là, puis ils vont venir polluer mon discours, ils vont venir l'attaquer, ils vont dire t'es donc ben niaiseux. Fait que faut comprendre aussi l'environnement dans lequel tu fais la négociation, c'est quoi ses limites. Fait qu'on en est là, tu sais, c'est ce qui est plate là. Mais ça arrive des fois qu'on ait une discussion un à un avec ce genre de personnes-là, puis c'est dans cette situation-là où ok, on a un peu plus de contrôle sur la façon dont la discussion va se faire, puis les possibilités d'approfondir, d'avoir des bons résultats. Repérer les signes noirs, en fond, c'est que souvent, il y a des choses qui sont vraiment importantes, qui ont vécu. Tu sais, mettons, tu lui dis, ah oui, il y a des gens qui tirent dans ton quartier, puis il dit, oui, oui, la dernière semaine, ma soeur est morte, si tu dis n'importe quoi, bon, ben, tu le sais que, Carlis, ou il y a 2 ans, mon père est mort dans une fusillade, il était même pas responsable, s'il est allé au Home Depot, puis il y a un gars qui a tiré dessus par accident parce qu'il voulait tirer un autre. Bref, tu sais des affaires que c'est impressionnant, là, tu sais. C'est à prendre en compte. Ou, je sais pas, moi, tu te rends compte que le gars, il est gay, puis qu'il est refoulé, puis que sa meilleure façon de gérer ça, c'est d'aller dans un groupe d'extrême droite qui disent que les gays, c'est de la merde. Tu sais, je sais pas, n'importe quoi. Ou, il a passé sa vie à... En tout cas, on sait pas. Il y a vraiment des choses qui sont comme ça, mais, tu sais, t'es pas obligé d'aller dans toutes les affaires de même, là, tu sais. Mais, c'est ça. Principe de cohérence. Fait que c'est vraiment important. Je vais juste vous le dire pour en revenir à ce qu'on disait. Le principe de cohérence en psychologie sociale dit que les individus préfèrent agir en accord avec leurs actions, engagements et déclarations antérieures. Si, dans le passé, j'ai passé mon temps à dire que les propriétaires, c'est de la merde, puis qu'il faut continuer à faire le contrôle des loyers, ben, il y a des chances que je fasse des actions qui sont en cohérence avec ça. Bon,
Même si cela implique de faire des choix qui ne sont pas nécessairement les plus rationnels ou logiques, ce principe est souvent utilisé dans les stratégies de persuasion, comme par exemple dans un magasin, là, en tout cas, bref, on fait ça. On suscite l'engagement, on veut que la personne soit le héros de son propre histoire, qu'elle ait l'impression d'ancrer elle-même la suite logique des choses dès le début, sans lui faire réaliser dès le début. Là, tu fais comme quelque chose d'innocent. Bref, je pense, un marketing mania qui en parle de ça. Là. D'ailleurs, lui, principe de cohérence, puis là, il va parler en fait de ce qui s'est passé dans certains camps en Corée du Nord, quand c'était la guerre de Corée, certains soldats américains se mettaient finalement à faire de la délation, puis pour amener les Américains à faire certains Américains à faire de la délation, le principe de cohérence était en fait l'élément clé dans la stratégie qui amenait de petite action en petite action, une action de plus en plus engagée à amener à ce résultat final culminant à la délation d'un autre soldat. Fait que bref, c'était ça. On disait, ah oui, mais là, tu as déjà fait ça avant, c'est quoi de faire ça un peu plus? T'sais? Puis il y avait cette idée-là de relativisation, mais il y avait aussi l'idée de, ben pourtant, tu es une personne qui s'est engagée là-dedans, tu as l'air d'avoir telle valeur, bref. C'est ça un peu la patente. Ouais. Mais c'est un piège abscon. On n'est pas obligé de tout le temps aller dans la même voie. Tu sais, ces gens-là se sont complètement sortis de la traque, sont complètement out of it. Puis ils ont l'impression qu'ils doivent continuer. Ils sont comme prisonniers, entre guillemets. Si c'est le principe de cohérence fait de ces gens-là un peu des prisonniers. Mais il y a toujours une façon de ramener quelqu'un dans le bon chemin. Puis c'est ce que la psychologie sociale peut nous donner comme outil. Aider ces gens-là à reprendre du pouvoir sur leur vie puis à se reconnecter à leurs valeurs s'ils en ont. En tout cas, pour ceux qui en ont, ça peut les aider. Mais c'est sûr que là-dedans, il y a du monde qui vont suivre ça parce qu'ils sont des personnes malhonnêtes à la base. Puis c'est ça, tu sais, ils vont chercher une proposition politique malhonnête. Pour eux, c'est la meilleure façon d'être dans la vie. Tu sais, c'est dans leurs valeurs, c'est dans ce qu'ils pensent. Être un tout croche, c'est correct, c'est ça qu'il faut. Fait qu'eux autres, je sais pas, je pense que je les laisserais bien croupir là-dedans. Mais il y en a d'autres là-dedans que c'est moins pire que ça. C'est vraiment. Ils se font vraiment emmener en bateau puis manipulés. Puis, tu sais, la manipulation, là, c'est un peu faire en sorte que la personne ait des comportements contraires à ses valeurs, là. Tu sais, tu peux manipuler pour le bien. Une personne qui a des mauvaises valeurs, tu lui fais faire des bonnes actions en faisant croire que ce qu'elle fait c'est mal. Donc elle va être contente à dire ah regardez je suis méchante là c'est bien j'aime ça. Puis là finalement elle fait le bien. Fait que tu l'as manipulé en faisant croire ça. Mais ça peut être l'inverse. Tu peux faire croire à quelqu'un qu'il va faire le bien, mais alors il va faire le mal. Puis tu sais qu'il va faire le mal. T'sais, bref, tu essaies de le détourner de ses valeurs de bien vers du mal. Fait qu'il y a des manipulations qui sont évidemment plus éthiques que d'autres, puis plus inéthiques que d'autres. Fait que moi je dirais qu'essayer de convaincre quelqu'un de le désaliéner, de le ramener à ses valeurs, puis d'éviter qu'il soit là-dedans, ben c'est une façon de faire de la manipulation blanche, dans le fond, une manipulation qui est mieux là.